arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette émission. Je suis très content pour deux raisons. Premièrement, pour trois même. Premièrement, on va parler de cinéma, mais c'est un peu basique de dire ça, mais c'est très bien. Deuxième raison, parce qu'on va renouer le dialogue avec Timothée Gérardin, qui est l'un des premiers invités de cette chaîne. Il était venu je me suis renseigné quand même, 31 mai 2021 pour nous parler de Christopher Nolan. Donc, c'était une émission en direct, c'était donc un live. Et donc, 1 an et demi plus tard, il revient. Et là, c'est la troisième et bonne raison pour parler de Fred Astaire, un personnage important dans ma cinéphilie. Et parce qu'il y a un livre qui existe, Fred Astaire, la haute société du spectacle. Je le montre. C'est édité chez nos amis de Playlist Society. D'ailleurs, je remercie Benjamin Fogel pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et donc, on va parler de Fred Astaire et je suis très content. Comment on se tutoie? On se connaît un petit peu. Allez, comment vas-tu, Timothée? Comment vas-tu? Eh ben, très bien. Très bien. Et toi? Écoute, très bien, je suis très content. On parle de Fred Astaire et ma première question est une question un peu provocatrice, mais en même temps, je pense que tu t'y attendais. Et ne me réponds surtout pas pourquoi pas. Donc la question c'est pourquoi Fred Astaire? Pourquoi écrire un livre sur Fred Astaire? Donc, et surtout, est-ce que Fred Astaire est un personnage important dans ton histoire du cinéma, dans ta propre histoire du cinéma? Oui, c'est un peu comme je semblais le dire tout à l'heure, ça a été un des jalons de ma cinéphilie, comme beaucoup de gens, j'imagine. Ça a été la découverte des films à la télévision. Je me souviens avoir découvert Tous en scène de Minelli. Euh, J'étais adolescent sur Arte. Je trouvais ça incroyable de vivacité, d'énergie, ces numéros de Fred Astaire. Et donc effectivement, de là est née une petite obsession pour Fred Astaire. Donc après, j'avais découvert les films de l'époque de la RKO. Il y avait une édition de Top Hat et d'autres de ces films de l'époque par les éditions Parnasse à l'époque, je me souviens. Donc j'avais acheté le coffret et donc oui, effectivement, ça a toujours été une petite obsession. J'ai toujours eu l'idée d'écrire quelque chose sur Fred Astaire. J'avais essayé de faire un article qui, à force d'être augmenté, a fini par devenir un livre. Euh, et en plus, par ailleurs, cette envie d'écrire sur Fred Astaire s'est vue confirmée par le fait que quand j'en parlais avec les gens, finalement, pour beaucoup de monde, Fred Astaire, c'est un nom familier d'un homme de scène, de spectacle, etc. Mais les gens n'ont pas forcément connaissance de ces films. Euh, et donc, en fait, je me disais que, au-delà même de moi, ce que je pensais avoir à dire de Fred Astaire, il y avait peut-être un truc très simple de parler de Fred Astaire, de le présenter, de faire entrer les gens dans son univers, quoi. Donc c'est un peu de là qu'est sortie l'idée du livre. Après, on va parler d'ici peut-être une dizaine de minutes aussi de ce que ça dit, selon toi, Fred Astaire, aussi d'Hollywood. Ça, c'est quelque chose de très important, en tout cas, dans le livre. Mais je voudrais rebondir sur une chose par rapport aux gens autour de toi, quand tu leur parlais d'Astaire. Ça, tu n'en parles pas dans le livre, mais c'est pas grave, on fait une petite digression. Ils avaient quoi en tête? Quelles étaient les images qui venaient, les premières images qui venaient, qui étaient associées à Fred Astaire? C'était quel film? C'était à quel âge? Parce que très souvent, tu me parles de Tous en scène. Voilà, c'est peut-être l'avant-dernière ou la dernière période, je ne sais pas, des Fred Astaire, mais c'est pas la Ouais. période des années 30, donc c'est une Non, autre non, période. effectivement. Et c'est ça qui est intéressant j'en suis très curieux de Effectivement, alors, savoir. il y a un peu ça dépend des types de personnes à qui on s'adresse. Mais souvent, effectivement, les vieilles personnes ont cette image de Ginger et Fred, donc vraiment, effectivement, 13 années 30. Euh, Beaucoup de gens aussi qui, pour le coup, sont pas très familiers avec le cinéma, etc. Souvent, ils ont un peu une image de Gene Kelly, Fred Astaire. Ils mixent un peu les deux. On me dit souvent, ah oui, oui, chantons sous la pluie, Fred Astaire, tu vois. Euh, mais donc, effectivement, peu de gens l'associent à des films précis, au-delà de ceux cinéphiles qui s'y intéressent de plus près.
Il y a de cela, effectivement. Alors, une question que j'ai rarement posée aux écrivains et écrivaines de cinéma qui viennent sur la chaîne, mais là, pour le coup, ça m'intéresse. Quand tu proposes, même si tu as déjà travaillé avec Play Society, mais quand tu proposes à ton éditeur un texte, enfin un travail sur Fred Astaire, quelle est sa réaction? Je pense que, alors faudrait peut-être lui demander à lui, mais je dirais que, en fait, chez Play Society, ils font pas trop de films, de livres sur le cinéma de patrimoine, disons. Donc c'est Mhm. souvent des réalisateurs contemporains ou des réalisatrices contemporaines qui sont abordés dans les livres. Euh, et donc là, effectivement, je n'étais pas certain que ça puisse fonctionner avec Play Society. Mais je pense que c'était l'idée d'avoir un angle un peu spécifique. En fait, il y a deux aspects qui ont dû plaire, j'imagine. Alors là, je lui prête des réactions. Mais à mon avis, ce qui a pu lui plaire, c'est le fait qu'il y a un angle sur la relation de Fred Astaire à l'industrie hollywoodienne. Et que, donc, il y a un peu cet angle d'attaque qui rend le sujet un petit peu universel sur Hollywood, la manière dont ça fabrique des stars, etc. Et par ailleurs, je pense aussi, comme souvent, les livres édités par Play Society, il y a cette dimension pédagogique et d'initiation à un univers qui a dû aussi bien convenir à Benjamin, qui est l'éditeur en question. Comment tu l'as approché, ce personnage, Fred Astaire? Comment tu as construit ton livre autour de ce personnage? Et ben l'idée, c'était en fait tout est parti du visionnage d'un film qui s'appelle La Belle de Moscou. Mhm. C'est le dernier film en fait musical de Fred Astaire. Donc c'est un film qui date de 1957, qui est un remake du Ninotchka de Lubitsch, et qui là est réalisé par Rouben Mamoulian. Et donc c'est Fred Astaire et Sid Charisse qui jouent donc l'une, une espionne russe, qui vient en France pour venir rappeler à l'ordre des ambassadeurs soviétiques qui se laissent charmer par la vie occidentale. Et elle rencontre à cette occasion le personnage de producteur joué par Fred Astaire, qui lui incarne justement cette espèce de frivolité occidentale. Et donc c'est vraiment un choc des cultures entre en fait, le matérialisme marxiste de l'Union soviétique et le capitalisme et sa manière, et son culte du plaisir et de la jouissance. Et en fait, ce que j'ai trouvé super intéressant, et pourtant je partais de loin parce que, adorant vraiment aussi Lubitsch, j'étais un peu défiant sur ce remake, et j'ai été vraiment fasciné par la manière dont le film prenait vraiment au sérieux le combat idéologique, qui choisissait de prendre au sérieux le combat idéologique que se livraient les deux personnages, euh, et en faisait en fait quelque chose de très cohérent, à la fois sur le plan de l'idéologie, mais aussi du coup de son application par le cinéma et par la danse. Euh, En gros, en fait, le personnage de Ninochka est séduit par celui de Fred Astaire, et donc elle est séduite à la fois par sa manière d'être, par sa manière de danser, par son rapport aux objets qui lui donne une espèce de fétichisme qui donne aux objets une valeur supérieure à celle qu'ils sont de manière matérielle. Et tout ça se confond avec aussi les sentiments qu'elle a pour elle. Et donc l'amour lui-même, c'est ce fétichisme qui donne, qui est le plaisir en fait de se laisser posséder par l'objet de son amour. Et ça ça s'incarne très spécifiquement dans la danse, en fait, dans la chorégraphie des numéros dansés avec Fred Astaire et Sid Charisse. Et donc j'avais été vraiment bluffé euh, par la manière dont le film était cohérent dans cette manière de confronter deux mondes, deux idéologies. Euh, et puis donc je m'étais vraiment dit voilà, qu'il y avait quelque chose de très profond et qui touchait aussi à la manière d'être au monde de Fred Astaire. Et donc effectivement, une fois que j'avais cette première idée, euh, je me suis aperçu qu'en fait je pouvais tirer le fil et regarder un peu tous les autres films
En fait, je me suis forcé à faire l'exercice de me dire, mais en fait, si on regarde les autres films en ayant ça en tête, qu'est-ce qu'on en tire? Et effectivement, en tirant le fil, je suis tombé par exemple sur cette émission qu'il avait faite après sa carrière cinématographique. Il a fait 3-4 émissions qui s'appelait An Evening with Fred Astaire, qui était sur NBC et qui était sponsorisé par Chrysler. Donc en fait, il y avait vraiment on le voyait faire des chorégraphies, diriger des chorégraphies, et c'était entrecoupé par des publicités avec Mhm. une personne de chez Chrysler qui présentait les voitures, etc. Et il y avait plein de blagues entre Fred Astaire et le présentateur de Chrysler sur le fait qu'il y a le balai des voitures versus le balai des. Et donc Fred Astaire avait beaucoup de distance et d'humour par rapport à ça. Et donc je me suis dit, voilà, c'est là où on est dans le cœur même de cette espèce de imbrication entre l'industrie spectaculaire et l'art, en fait. Et effectivement, en tirant le fil, je me suis aperçu que voilà, on pouvait faire ces parallèles dans beaucoup de ces films. Et c'est pour ça que voilà, c'est comme ça que ça s'est construit. Et euh, ensuite, bah, en fait, en creusant le sujet, je me suis aperçu que les idées que je pensais être les seules à avoir déterrées dans sa filmographie, il y avait quand même quelques axes qui avaient été développés notamment chez les universitaires américains. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait en fait faire une interprétation en reprenant enfin, notamment le fétichisme de la marchandise. On pouvait en fait faire des interprétations sur le rôle de la star dans le système hollywoodien, et que en fait, ça disait plein de choses en fait. Et même dans le rapport de Fred Astaire au travail, il y avait aussi une manière totalement paradoxale d'être un obsédé de travail derrière le rideau, puis nier l'idée même de travail dès que on est à l'écran. Euh, donc il y avait cette dualité aussi qui fait écho avec cette analyse de l'industrie hollywoodienne. Alors Voilà. oui, oui, exactement. D'ailleurs, je vais me permettre oui, je vais me permettre. Alors, c'était pas prévu que je te pose cette Ouais, question maintenant, je suis parti loin. mais, c'est la conversation. Peu importe, on s'en fout, c'est pas grave, c'est très bien. Ça veut dire qu'il faut en parler maintenant. Permets-moi de lire c'est un petit peu long et en même temps c'est pas grave parce que c'est tellement bien écrit et ça va vraiment là pour le coup ça va donner une espèce de connexion. Alors c'est page 54. Page 54, c'est, si je me trompe, alors, je vais quand même, oui, c'est la partie numéro 2, c'est tout contre le travail. Donc, et tu écris, tout en constituant une nécessité, le travail doit être camouflé, expurgé de sa réalité concrète, laborieuse. Le mode de vie promu dans ces comédies musicales proscrit, alors, ces comédies, c'est pas les comédies de Fred Astaire, j'entends bien, Ouais. CES, proscrit l'effort, qui est pourtant au fondement de son existence. La danse et ce travail affranchi de tout signe extérieur d'effort ou d'aliénation, un travail qui ne doit pas en être un. Grand tabou avec lequel le danseur se plaît à jouer, tant le fait de danser est rarement présenté comme un métier dans les films de Fred Astaire. Et là, tu dis, ce dernier ne joue pas toujours des personnages de danseurs professionnels. Il est matelot En suivant la flotte, psychiatre dans Amanda, trompettiste dans Swig and Dance, un film de Henry C. Potter en 40, pilote de l'armée de l'air dans L'aventure inoubliable de Edward Griffiths en 43, escroc dans Yolanda et le voleur de Minelli en 45, héritier dans Papa Longue-Jambe et photographe dans Drôle de Frimousse. La danse y est présentée comme une activité naturelle, ancrée dans la vie quotidienne. Les chorégraphies de Fred Astaire sont pleines de techniques de prestidigitateurs visant à gommer la frontière entre la danse et la vie. La première doit absolument ressembler à une expression naturelle de la seconde en faisant disparaître l'effort dans un chapeau haut de forme. Ça, pour toi, c'était peut-être même un des aspects, ce n'est l'aspect fondamental du rapport d'Astaire à Hollywood par rapport Ouais, au travail. tout à fait. Moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est que non seulement, enfin, ça se joue à plein de niveaux en fait. Ça se joue à la fois dans la manière d'amener les chorégraphies. Il y a toujours plein de micro-stratégies qui sont mises en place
pour donner l'impression que en fait on est passé de manière insensible de la prose, enfin, d'un moment prosaïque à un moment dansé. Donc par exemple, c'est le fait que Aster va toujours commencer par chanter. Ensuite, il va illustrer son chant en battant le rythme d'une manière ou d'une autre. Et puis, il va montrer comment, de loin en loin, vraiment, il bascule dans la danse. Mais ça va jamais être un. Il va le plus souvent possible faire une entrée transitoire dans le numéro dansé. Par exemple, aussi, il y a l'idée que les décors vont rarement être des décors qui font théâtraux, mais des décors qui sont ancrés dans la vie quotidienne. Il y a notamment une chorégraphie, c'est dans Damsel in Distress, c'est une chorégraphie qui se passe sur la route. Ouais, cette idée qu'on va enchanter la vie quotidienne, quoi. Et enfin, il y a aussi alors ça, c'est très sûr. Donc ça, c'est des stratégies pour montrer, ancrer la danse dans la vie. Mais il y a aussi l'idée qu'on va tenir un propos. Donc ça, c'est plutôt dans les films qui mettent en scène des danseurs. Il va montrer à quel point une chorégraphie réussie, c'est pas une chorégraphie répétée sans cesse, etc., mais une chorégraphie sincère, spontanée, qui vient de sentiments amoureux, amicaux, etc. Donc il y a toujours cette, en fait, il y a un propos sur la danse qui est toujours celui de la spontanéité, qui est dire que tout ça c'est une affaire de spontanéité et c'est ça le plus important. Et parfois, ce propos va même dans le militantisme anti-travail, c'est-à-dire que très fréquemment, les personnages avec qui Fred Astaire ferait vont représenter une manière de mettre en avant le travail. Donc, par exemple, il y a l'exemple dont je parlais tout à l'heure de la Belle de Moscou, où le personnage féminin est obsédé par la tâche qu'elle est venue accomplir à Paris, elle parle que de ça, etc. Donc lui est plus à faire l'éloge du plaisir, etc. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'autres exemples où le film est construit en opposition thématique entre quelqu'un qui fait l'éloge du travail. Donc c'est le cas aussi dans comment ça s'appelle, du coup c'est La Belle de New York, où à nouveau là c'est pas une soviétique, c'est une femme qui travaille à l'armée du salut et qui est vraiment dans l'éthique protestante du travail, qui est vraiment qui veut sauver Fred Astaire de son penchant pour la frivolité. Et lui, voilà, va être opposé à ça. Donc, en fait, il y a l'idée que le cinéma et la comédie musicale doit produire sa propre justification. C'est-à-dire, il faut convaincre les gens qui viennent voir le film que non seulement ils passent un bon moment, mais qu'ils ont bien le droit de passer un bon moment et que le divertissement a une sorte de valeur morale, en fait. C'est pas voilà, c'est pas un pis-aller pour une morale, c'est tout aussi valable que le travail. Et donc ça, c'est un discours. Ce qui est fascinant, c'est que c'est à la fois quelque chose dont Astaire fait un art, mais c'est aussi un discours idéologique dans le système. Enfin voilà, qui est c'est la publicité en fait, c'est la publicité d'Hollywood pour elle-même quoi. Enfin donc ça, cet aspect est intéressant aussi. Et en face de ça, le grand paradoxe, effectivement, c'est que Fred Astaire, lui, à l'inverse, il est vraiment, il pense pas du tout que les répétitions gâchent le talent, comme il le laisse entendre dans ses films, puisque lui-même a innové dans l'industrie en imposant d'avoir des chorégraphies sur-répétées pour limiter un maximum le nombre de coupes dans la manière de filmer les numéros. Donc, voilà, il faisait répéter toute son équipe plusieurs semaines, 6 ou 7 semaines avant le tournage. Lui-même, donc, il travaillait par exemple avec Hermès Pan, qui était son chorégraphe. Et donc, il y avait une manière avec Hermès Pan et Alborn, qui était le pianiste,
de créer ensemble les chorégraphies voilà, qu'il constituait puis qu'il répétait pendant des heures. Donc il y avait vraiment une atmosphère de travail euh, très présente et qui est totalement cachée finalement. Donc c'est cette dualité, ce paradoxe qui est intéressant. Et tu dis dans le livre qu'il est, pour le coup, créateur à part entière de tout ce qu'il, de ses œuvres, de ce qu'il est. Mais, et en même temps, il y a une chose sur laquelle tu assistes beaucoup, c'est son rapport à Hollywood. C'est qu'il il est conscient de ce que c'est Hollywood et de manière assez discrète, c'est en tout cas ce que j'ai cru comprendre en lisant le livre, c'est que discrètement, il est conscient de ce qu'il fait et en même temps, discrètement, il essaie d'aller à l'encontre, enfin, d'aller plutôt contre ce que Hollywood essaie de promettre. Il y a comme ça une espèce de paradoxe entre lui et... Il y a une espèce de dialectique dans sa manière dans son rapport à Hollywood. Alors effectivement, sur la partie, sur le fait qu'il avait le pouvoir sur ses œuvres, c'est juste pour, enfin j'explique juste qu'en fait, c'est dès son troisième ou quatrième film, notamment à partir de Roberta, qui est un de ses premiers où il a le rôle principal, il a négocié non seulement d'avoir le final cut sur les numéros musicaux. Ce qui n'est pas évident. Ce qui est Voilà. vraiment pas évident. Hein. Vraiment pas Non, évident. voilà, et en plus, il avait un pourcentage des recettes des films. Oui. Donc il était, enfin, il était capitaliste. Enfin, il était intéressé au film en fait, en réalité. Donc ça c'est intéressant à noter pour justement pour poser le contexte de son rapport à Hollywood. Et ensuite, effectivement, à la fois, en fait, il est un pur produit. Il est totalement dans la dualité, parce qu'il est à la fois un pur produit hollywoodien. Il faut bien se rendre compte que la dizaine de films qu'il a enchaînés avec Ginger Rogers dans les années 30, c'est vraiment. C'est comme si on nous faisait les 10 Star Wars les 10 Star Wars tous les mois pendant. Non, j'exagère, mais en gros, on est Non, vraiment... t'exagères pas. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement, hein, sache-le. Oui, c'est vrai en plus. Ah oui. Même pas dit comme si. Non, mais en gros, c'est vrai que en fait, c'était vraiment un système de marque commerciale où ils ont trouvé une formule. Parce que en fait, le grand enjeu pour la RKO, donc qui était le studio qui produisait ces comédies musicales, c'était de sortir de la crise parce que le studio était en difficulté. Et en face, il y avait la Warner qui avait fait des comédies musicales qui avaient eu beaucoup de succès. Et donc l'idée, c'était de trouver la même formule. Et donc ils ont rassemblé Fred Astaire, Ginger Rogers et Mark Sandrich pour essayer de reproduire ce que faisait la Warner. Mais en réalité, en fait, ils ont fait carrément autre chose parce que Fred Astaire a vraiment pris le contrôle notamment des numéros musicaux pour le faire à sa sauce à lui. Et finalement, c'est le duo Ginger et Fred qui est devenu la marque commerciale. Et en fait, c'est pour ça que parfois les scénarios de ces films-là peuvent un peu pécher par leur simplicité. C'est qu'en fait, ils répétaient la formule tous les ans. C'était le nouveau Ginger et Fred. Et il se cachait à peine de copier le scénario précédent pour faire un nouveau film. Parce que quand on regarde en fait la structure des films, c'est assez fascinant. Il y a environ 2 scénarios et chaque film n'imite pas le précédent, mais celui d'encore avant, pour pas qu'on se rende compte qu'ils font toujours le même film en réalité. Donc voilà, on est vraiment sur des produits manufacturés. Mais en face de ça, ce qui est effectivement très intéressant, c'est que Fred Astaire réussit en gros, malgré la réduction commerciale à laquelle qu'on lui impose, il réussit vraiment à insuffler de l'inattendu. C'était vraiment sa spécialité, ça, de sa manière de créer les chorégraphies. Il fallait toujours partir d'un canevas qui était très codifié. Ça allait être le numéro romantique, le numéro plutôt humoristique, etc. Mais
il allait toujours aller à contre-pied du rythme qui était attendu dans un numéro spécifique. Et donc voilà, son grand génie, c'était toujours de la portée de l'inattendu. On l'attend à faire à faire un jeu de jambes dans un numéro, en fait, il va jouer plutôt avec ses bras. Donc voilà, il est toujours en contre-pied. Donc il insuffle cette espèce de vivacité, d'inattendu, de joie qui a fait vraiment la sève de ses duos avec Ginger Rogers. Mais en plus de ça, il a cette souplesse et cette lucidité de comprendre en fait quel rôle il joue dans l'industrie hollywoodienne. Et moi, je montre effectivement dans le livre qu'il parvient à tenir une sorte de propos sur son statut de star hollywoodienne. Et comment il s'exprime, c'est en montrant que, justement, en illustrant la manière dont il est réduit dont il est fétichisé en quelque sorte par son accoutrement, par exemple, qui joue beaucoup avec son chapeau de forme, sa canne, son papillon, etc. C'est même le titre d'une chanson où il décrit ses vêtements. Il va jouer aussi avec l'idée de reproduction. Il y a beaucoup de numéros où il va s'amuser du fait qu'il n'est qu'un modèle pour toute une réplique, toute une armée qui va le suivre et avec lequel il dialogue. Donc il y a toujours cette idée voilà, de reproduction, de jeu avec des reflets, des miroirs, etc. Et aussi, et donc ça c'est peut-être un peu plus tardif, plutôt dans les années 50, parce que donc voilà, il y a vraiment en quelque sorte les deux âges d'or de la filmographie de Fred Astaire. Ça serait d'un côté RKO dans les années 30, puis un moment de transition où il a songé à prendre sa retraite dans les années 40, puis après le second âge d'or qui serait les comédies musicales en Technicolor de la MGM. Mais il a quel âge? Il faut que tu rappelles à celles et ceux qui nous regardent, il a quel âge quand il fait C'est ça vrai. dans les années 50? Alors, il est né en 1899. Ouais, Donc, effectivement, en fait, il arrive. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'il c'est arrive, incroyable, incroyable. euh, il arrive au cinéma à Hollywood. En réalité, il a 34 ans, enfin, ou même 34, 35 Incroyable. ans. Alors qu'on lui donne des rôles comme il a ce visage un peu juvénile, il peut jouer des jeunes premiers. Alors qu'en fait, il était un peu chauve, donc il avait un toupet, et ça lui permettait de jouer un peu jeune premier, alors qu'il avait déjà, parce que surtout qu'il il a commencé à danser quand il était enfant avec sa sœur, donc dans les spectacles de vaudeville qui sont les espèces de music-halls qu'il y avait à l'époque aux États-Unis. Donc en fait, quand il arrive au cinéma, il a plus de 20 ans de carrière en réalité de danseur. Donc c'est vrai que il est totalement, en fait, il est dans la maîtrise totale. Et il est totalement, je pense qu'il est totalement, ouais, je pense que ça explique aussi sa lucidité en fait. C'est comme s'il avait vécu une vie de jeune premier, mais avec la conscience de quelqu'un qui avait déjà fait une carrière entière sur les planches de Broadway pendant 20 ans, quoi. Et puis il y avait, pardonnez-moi de t'interrompre, il y avait aussi le fait que le cinéma à cette époque-là n'était pas forcément pris comme quelque chose de très sérieux. Je veux dire, c'est une espèce de bonus DVD, voilà, avant l'heure, Oui, quoi. Le cinéma, c'est le bonus DVD, quoi. c'est vrai. Bah, d'ailleurs, c'est d'ailleurs surprenant qu'il ait embrassé, qu'il soit dit qu'il fallait y aller, qu'il fallait embrasser la carrière cinématographique à ce moment de sa vie, ou peut-être même qu'il aurait pu considérer que c'est bon, il avait fait sa carrière de Broadway et qu'il pouvait, comme a fait sa sœur, par exemple, qui s'est mariée avec un lord anglais et qui s'est retiré de la vie artistique. Tout ça pour dire que la seconde période MGM, donc vous avez les 50, il a plus de 50 ans, puisque son dernier film musical en 57, il a 58 ans. Et il joue effectivement dans ces. Oui, ce que je voulais dire, c'est que dans le cadre, pour illustrer le propos de sa distance et je dirais même sa souplesse par rapport à l'image qu'Hollywood se faisait de lui. Le troisième aspect, c'est la manière dont il joue avec son image de star obsolescente.
C'est quelque chose qu'on voit dans Tous en scène de Minelli, où il joue avec l'idée que voilà, qu'il est totalement has-been, dépassé, et puis ça commence même, le film commence même par une penseuse aux enchères où ses accessoires sont vendus au rabais. Donc il y a vraiment une haute conscience et puis c'est voilà, c'est quelque chose qui revient tout le temps en fait. Il y a notamment un film qui s'appelle Three Little Words, trois petits mots, où il joue un personnage de danseur blessé qui devient du coup chansonnier. Et, et donc voilà, il y a cette idée que il a vraiment une haute conscience de la fragilité de ce statut de star, justement. Il se fait pas trop d'illusions là-dessus. Alors, pourquoi page 81 Page 81, c'est la partie 3, c'est sous l'emprise de la danse, parce qu'il faut, comme tu as commencé à en parler, et je pense qu'effectivement, il faut. Après, je te poserai une question, je suis obligé de te la poser, hein, même si tu es sur Gene Kelly, c'est obligatoire, parce que les gens se disent Gene Kelly, Fred Astaire, même si à un moment, ils se sont réunis tous les deux dans Ziegfeld Follies, Oui. ça aussi, peut-être on pourra en parler. Ouais. Pour moi, personnellement, c'est un pétard mouillé ce moment-là, parce que quand j'ai. Ouais. Bon, peut-être on en parlera, mais là, tu dis. Je trouve que c'est extraordinaire parce que ça définit vraiment. Fred, tu dis, chez lui, la danse hypnotise plus qu'elle n'impressionne. Et j'ai l'impression que Gene Kelly, c'est plutôt l'inverse. Et j'aime bien je trouve ça intéressant, cette idée du fait que cette danse hypnotise. C'est clair que comment dire, il joue ce rôle de déjà l'hypnose repose le plus souvent sur des objets qu'on va agiter devant la personne et voilà, il y a ce rapport aux objets de Fred Astaire qui leur donne vie en fait. C'est le fétichisme dont je parlais tout à l'heure. Il s'agit par la danse, donner l'impression, l'illusion que les objets prennent vie. Et ça fait partie de la parade amoureuse dans La Belle de Moscou, quand Fred Astaire essaie de séduire Ninochka. Donc l'hypnose, c'est à la fois effectivement une manière... Ninochka jouée par Sid Charisse, hein, bien évidemment, pas par Greta Garbo. Hein. Pour les cinéphiles purs et durs, il faut quand même préciser. La seconde Ninochka. Et effectivement, l'hypnose, et donc là, c'est un aspect assez délicat, c'est aussi dans son rapport à la jante féminine, où il est toujours, donc il y a même dans Amanda, qui est un des derniers Ginger et Fred, où ça met en scène l'hypnose en fait. Fred Astaire hypnotise Ginger Rogers, qui est une fiancée. Donc c'est un ami de Fred Astaire qui lui amène sa fiancée en disant écoute, fais quelque chose, t'es psychiatre, fais quelque chose, elle n'est pas amoureuse de moi, il faut la convaincre que le mariage c'est une bonne idée. Et donc il va la mettre sous hypnose. Et l'hypnose va avoir un effet, c'est que Ginger Rogers va tomber amoureuse de lui à la place de son fiancé. Et en fait, finalement, ce film-là, il éclaire le rapport que les personnages de Fred Astaire entretiennent avec les femmes. Parce qu'on est toujours dans une idée de séduction, de charme, qui va à la fois euphoriser l'être convoité. Donc là, c'est le cas dans Amanda. En fait, il y a vraiment une double. En fait, à la fois, il va endormir en quelque sorte le personnage féminin par ses tourbillons, par la manière de tourner autour de lui, de le retenir, etc. Et en même temps, il va l'euphoriser, c'est-à-dire qu'il va lui donner paradoxalement une sorte de liberté, de désinhibition par la danse. Et donc, c'est un peu le paradoxe que j'ai essayé de décrire dans le livre, c'est l'idée que Fred Astaire il s'inscrit dans un rapport parfois assez violent de la relation homme-femme. Vraiment,
tous les films de Fred Astaire mettent d'une manière ou d'une autre en scène la guerre des sexes. Donc on est toujours sur un rapport d'opposition entre les hommes et les femmes, et, et en même temps, donc dans ce contexte assez dur, Fred Astaire, il crée un espace qui est celui de la fantasmagorie, de la chorégraphie, et qui devient en fait un espace de désinhibition et de jeu qui donne en fait une liberté inédite au personnage féminin. Et c'est pour ça qu'il y a de si... Enfin, c'est assez étrange comme paradoxe, mais le fameux film dont je parlais, là, Amanda, avec Ginger Rogers et Fred Astaire, c'est à la fois, on voit vraiment tout le côté sinistre que peut avoir ce rapport homme-femme. Il y a notamment une chorégraphie où Fred Astaire, où la femme est endormie, et il la guide dans la chorégraphie alors qu'elle dort. Et ça ressemble beaucoup aux chorégraphies finalement où la femme est éveillée. Donc ça montre à la fois donc ça montre le côté, comment dire, l'idée d'emprise, quoi, vraiment. Et en même temps, c'est aussi dans ce film, je pense que c'est sans doute le meilleur rôle de Ginger Rogers dans ces comédies musicales-là. Dans ce film-là, donc Amanda, de Mark Sandrich, Ginger Rogers est totalement survoltée, désinhibée. Elle va se mettre à mener certaines chorégraphies et à prendre totalement le contrôle, en fait, sur le numéro musical. Et donc voilà, donc Fred Astaire, l'hypnotiseur, est dans cette ambivalence dans son rapport aux femmes. Qu'est-ce qui fait que, comment dire, qu'est-ce qui fait que paradoxalement, et c'est ce que tu expliques un peu dans le livre, que par rapport à son concurrent entre parenthèses, qui est Gene Kelly, finalement, on a souvent tendance à croire que Gene Kelly est peut-être le plus moderne des deux, mais en gros, toi, tu fais comprendre que non, c'est plutôt le contraire. Ce serait quoi la différence si tu devais, par exemple, en 2-3 mots, donner une différence assez forte entre Astaire et, au niveau du style, bien évidemment, on reste toujours sur le style, et Kelly, ce serait quoi exactement? On dit souvent que Kelly, c'est beaucoup plus physique, et Fred Astaire, c'est un dandy. Voilà comment on a toujours présenté les deux personnages. Et autant que je m'en souvienne. Mais toi, tu le fais autrement, différemment. Ce serait quoi exactement? La première différence entre les deux, c'est que Fred Astaire étant effectivement un peu plus vieux, il a ouvert un chemin, quoi, déjà, sur la manière d'inscrire la comédie musicale dans la vie, sur le côté. Si on regarde par exemple Chantons sous la pluie de Stanley Donen, Gene Kelly va lui aussi aller dans des films réflexifs. Il va, donc réflexif sur l'industrie du spectacle. Gene Kelly va aussi avoir ses velléités de réalisateur, il l'a été d'ailleurs. Donc il y a vraiment Fred Astaire serait moderne au sens où il a tracé une voie en réalité. Ouais. Et après sur les styles, effectivement la différence va être que le grand truc de Fred Astaire, en fait ils cherchent tous les deux comment dire, à jouer avec la gravité, donc la gravité au sens physique du terme. Mais disons que l'un va chercher, donc Fred Astaire va plutôt chercher à jouer sur l'équilibre, à essayer de comprendre où se situe le centre de gravité, quand l'autre va essayer de le surpasser, en fait, de passer outre. Donc voilà, peut-être la différence, c'est ça, quoi. Mais donc, à part ça, c'est un peu comme tu le décrivais, et effectivement, quelqu'un qui est plus physique et qui va. Parce qu'effectivement, dans le livre, j'utilise un exemple d'un autre film de Minelli aussi d'ailleurs, qui s'appelle Le Pirate, qui est un scénario qui ressemble beaucoup à un autre film de Minelli avec Fred Astaire, qui s'appelle Yolanda et le voleur, où dans les deux cas, on a un personnage qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, pour marquer l'esprit d'une jeune femme qui va tomber sous son charme. Et effectivement, il y a cette scène
où un personnage féminin voit une véritable démonstration de force de Gene Kelly. Et c'est très intéressant parce que finalement c'est le même rapport homme-femme qui est mis en scène. Mais dans le cas de Gene Kelly, c'est vraiment enfin, voilà, on est vraiment sur une chorégraphie où il y a des explosions derrière, etc. C'est un peu Bollywood avant l'heure. Et dans le cas de Fred Astaire, on va être plutôt en fait, Fred Astaire va alors c'est un autre aspect qui est intéressant aussi, c'est que Fred Astaire, il va avoir un rapport un peu fétichiste aux femmes. Il y a notamment voilà, on pense bien sûr aux jambes de Sid Charisse dans Tous en scène, dans David Oui. Mestrou, etc. Et en même temps, il va inviter la femme à elle-même le contempler et à tomber sous le charme de son propre. Donc il y a vraiment ce rapport d'échange qui peut-être est un peu différent du coup c'est peut-être une autre différence avec Gene Kelly. Lui-même se laisse en fait saisir comme objet, quoi, sans partir dans des voilà. Je répète, Fred Astaire, la haute société du spectacle, ça, on en a beaucoup parlé pendant cette émission. Pourquoi la haute société du spectacle? C'est édité chez Play Society. On a, comme d'habitude, dit peut-être 2-3% de ce qu'il y a dans le livre. Comme ça va susciter en tout cas l'intérêt. Et, il y a plein de questions que je pourrais te poser, mais malheureusement, on est pris par le temps. Mais peut-être une dernière sur cette résonance avec, tu sais, hein, quand on regarde un film ou quoi que ce soit, on essaie de trouver des résonances avec un peu ce que l'on vit aujourd'hui. Ouais. Et qu'est-ce qu'il aurait comme résonance, Fred Astaire, avec la société du cinéma d'aujourd'hui, pas forcément américaine, hein, vraiment le cinéma d'aujourd'hui, qui fait que toi, tu aies pris quelques moments de ta vie pour écrire un bouquin sur Fred Astaire, parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui a un lien avec le monde dans lequel tu Ouais, évolues ouais. aujourd'hui. Ce serait quoi? Ce serait quoi? À part Euh, le plaisir égoïste de cinéphile, mais bon, ça, on va le mettre de côté, mais qui est alors, aussi un plaisir pour nous. quelle résonance il aurait dans la société d'aujourd'hui, c'est ça, Fred Astaire? Ouais, ce serait quoi pour toi? Bah, je pense que bah, c'est vraiment très bête, hein, mais c'est les gens aiment danser, ils Ouais. aiment voir d'autres gens danser. Et enfin, c'est vraiment un spectacle. Enfin, vraiment, les numéros musicaux euh, euh, que j'aborde et auxquels je me réfère dans le livre, c'est vraiment un pur plaisir des yeux. Et effectivement, voilà, son grand génie, c'est euh, d'avoir donné l'impression que tout ça était à la fois futile, facile, alors que voilà, c'était le fruit de longues années de travail. Alors, je vais quand même préciser une chose qui est extrêmement fondamentale. Il y a un moment, note de l'auteur. Tu écris, afin de faciliter la ou découverte ou redécouverte des numéros de danse cités dans le livre, chaque partie propose en introduction une sélection de vidéos accessibles en ligne via un QR code. Les numéros de danse disponibles sur ces pages sont identifiés dans le texte avec la petite icône. Écoutez, moi j'ai bien essayé et ça fonctionne. Voilà, mais c'est très important ça et j'aimerais bien qu'on finisse là-dessus. Voilà, c'est ce qui fait l'interactivité parce que c'est bien de parler de Fred Astaire, de films, d'extraits, de danse, mais parfois aussi on l'imagine. Peut-être parfois il y en a qui ne l'ont pas vu et grâce à ça on peut finalement avoir ça, un lien. Ça, c'est pour ceux qui me disent je peux pas lire le livre, j'ai pas vu de film sur la terre. Je leur dis non, non, non. Il y a Pour les les films. journalistes, c'est pour les Voilà. journalistes plutôt. Donc voilà, ouais, non, c'est effectivement l'argument, la carte, la botte secrète. Voilà, en tout cas, je vous invite vraiment, parce que ça fonctionne, et je vous invite vraiment, effectivement, si vous n'avez pas si vous ne connaissez pas, voilà, certaines séquences citées dans le livre, des séquences dansées et chantées de Fred Astaire, c'est passionnant. En tout cas, merci. Je répète, hein, Fred Astaire, la haute société du spectacle, c'est chez Play Society. Dans le descriptif, il y a un lien. Vous cliquez dessus, vous tombez sur la page du livre, enfin du livre sur la maison, suite de la maison d'édition Play Society pour vous le procurer. Je vous y invite fortement. C'était un plaisir, en tout cas, Timothée, de renouer le dialogue avec Ouais, toi et merci beaucoup, en tout cas, pour ce livre. un Merci. plaisir partagé. Merci beaucoup. Générique. À très vite.
Upper rise in the canyon, that's where I long to be with my three good companions.